Bon, on va passer à la dernière présentation et ceux qui ont des questions à la fin, on est bien entendu à votre disposition. Le professeur Guy Bernard Cadière, donc, qui va nous parler de la prise en charge des fistules recto-vaginales hautes à l'hôpital de Panzi, qui est dans l'est de la République du Congo et, comme vous le savez, qui est actuellement certains troubles. Merci beaucoup. C'est celui-là qui marche? Ok. Merci beaucoup. Ravi d'être nouveau parmi vous, mes amis. Bernard m'a demandé de parler de la prise en charge des fistules recto-vaginales hautes à l'hôpital Panzi. Donc, ce sera un peu plus technique que les interventions qu'on vient de voir. Alikia magharibi saa 10 wakiwa tushambulia batoto kushangilia hivi, wakaanza wanavakatakata na mipanga na baba hao ndio wakaniingilia kuchumba, nilikimbiliaka wakanizaka watano wote ndio walinitaka. Alors, cette cultivatrice habite à Bukavu, dans l'est du Congo. On parle de la République démocratique du Congo, hein, qui se trouve au milieu de l'Afrique et qui est le plus grand pays francophone d'ailleurs, avec 110 millions d'habitants. Et cette cultivatrice, malheureusement, vit sur des ressources naturelles invraisemblables qui sont l'objet de convoitises des multinationales, qui sont des pays avoisinants, etc. Bref, il y a donc dans cette région un chaos qui est maintenu et il y a 240 bandes armées dont vous ne connaissez pas les noms, sauf peut-être maintenant le M23, qui est soutenu par le Rwanda et qui vient de prendre d'ailleurs euh, l'hôpital de Panzi à 15 jours. Euh, et donc, ces ressources, loin d'être une manne pour les habitants, c'est une malédiction. Et ces bandes armées, elles utilisent le viol avec extrême violence comme stratégie de guerre. Alors, euh, Denis Mukwege avait créé en 1999 un hôpital qui était une maternité, mais très vite, il a dû soigner les conséquences de ces viols avec extrême violence, qui sont essentiellement les fistules, les infections, etc. Et donc, jusqu'à présent, dernier recensement en décembre 2024, 80 000 femmes victimes de violences sexuelles ont été traitées dans l'hôpital. En, en général, en moyenne, nous recevons 7 femmes survivantes. On les appelle survivantes et pas des patientes parce elles ont dû marcher pendant 3 4 jours avec les dégâts de leur appareil génital. Et donc, quand elles arrivent vivantes à l'hôpital, on les appelle des survivantes. Donc, en tout cas, c'est ce dont nous nous occupons le plus. Dans les conséquences de ces viols, c'est les fistules. Alors, vous avez donc les fistules vésico... j'ai un pointeur? OK, bon. Voilà. Donc, il y a des fistules vésico-vaginales, euh, utéro-vaginales, pardon, ici, vésico-vaginales, recto-vaginales, c'est notre propos aujourd'hui. Et au fond, quand Denis Mukwege, qui est un chirurgien extraordinaire et qui est prix Nobel de la paix en 2018, je vous le rappelle, euh, a affaire à des lésions superficielles, c'est facile pour lui. Quand les lésions sont plus profondes, alors à ce moment-là, il vaut mieux passer par le haut. Et évidemment, étant donné déjà les mutilations qu'il y a, le mieux c'est de passer par laparoscopie. Et donc, bon, tout le monde n'est pas chirurgien viscéral. Donc, je vous rappelle que procéder par laparoscopie, c'est ne pas ouvrir largement le ventre et de réaliser une intervention sous le contrôle d'une caméra. On surveille ce qu'on fait sur un écran de télévision. Alors, voici comment ça se passe. Si on doit reconstruire, par exemple,
un cloaque. Donc, vous voyez Denis Mukwege qui est entre les jambes du patient et je suis avec mon fils vers le haut avec les instrumentistes. Et donc, on fait une opération à 4 mains et l'abord de ce pelvis se fait donc par le haut et par le bas. Concernant les fistules recto-vaginales hautes, donc, où là, effectivement, la laparoscopie a tout son intérêt puisque elle est haute, c'est-à-dire profonde pour le Denis Mukwege, eh bien, voilà la technique. C'est une approche donc laparoscopique et on commence, alors je ne vois pas bien cette flèche, on commence par localiser le fascia de Todd et puis on suit le fascia périrecti postérieur. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais voilà, je vous le montre comme ça, hein. Voilà, par ici. Et la stratégie est de passer postérieurement et puis de remonter latéralement, de manière à éviter la fibrose antérieure. Et à ce moment-là, on essaye, au-delà de la fistule, de voir si on a une lame vaginale saine et qu'on peut donc passer la dissection derrière la fistule en remontant antérieurement. Ça donne à peu près ceci. Donc, vous voyez bien que le pelvis est entièrement muré. On n'utilise que des pinces, le crochet coagulateur et l'ultracision. Le crochet coagulateur est de loin l'instrument qu'on utilise le plus, mais qui a le malheur dans les pays développés de ne pas coûter cher, donc il n'est jamais mis en évidence. Et vous voyez que donc on met, à partir de la vue postérieure, on remonte antérieurement. L'utérus est ici, évidemment, et donc ça, c'est le fascia périrecti et la graisse du mésorectum, et on remonte comme ça en essayant d'aller au-delà de la fistule. Et vous voyez que là, on a toujours un espace pour pouvoir trouver le clivage. Et là, par exemple, Denis Mukwege met son doigt dans le rectum et montre donc cette limite. Et donc, en allant postérieurement, eh bien, on n'est pas obligé de faire de grands délabrements antérieurs au travers de la fibrose sans voir. Et quand on a fini cette dissection, vous voyez, ici, on est arrivé au-delà dans la lame vaginale, au-delà de la fistule. Et à ce moment-là, on a une classification, on a publié ça, soit le rectum est sain et on fait une suture vaginale. Donc là, vous voyez le doigt à l'intérieur du vagin du docteur Mukwege. Et puis, on avive simplement la paroi du rectum. Pour la fistule, évidemment, c'est la zone de haute pression. Et on fait la suture ainsi. Voilà ici une autre perforation suturée. Et vous voyez qu'on a pu sortir complètement le rectum. On est très loin de l'orifice vaginal, ce qui est une garantie de ne pas avoir de récidive. Alors, s'il nous reste 2 centimètres de rectum sain, ben, on fait une résection rectale avec une anastomose colorectale, comme d'habitude. Et alors, si maintenant nous sommes dans la situation où on a un cloaque, c'est-à-dire que c'est plus une fistule, mais c'est carrément une disparition de la paroi postérieure du vagin, ce qui arrive extrêmement souvent, surtout après machette ou quand on tire dans l'anus avec une balle. Là, vous voyez un toucher rectal où on voit tout de suite le doigt. Et bien là, donc, il va falloir reconstituer la paroi postérieure du vagin. Chez ces patientes, d'ailleurs, on a dû reconstruire aussi le mécanisme de fermeture au niveau de la vessie. Et donc là, vous voyez qu'on ne voit qu'il n'y a que l'anus qui est sain. Donc, derrière le sphincter anal, pardon, eh bien, il n'y a plus rien. Donc, on va mobiliser le côlon jusqu'au moment où on aura un côlon sain et on va le passer au travers euh, de l'anus, du sphincter. Vous voyez, là, on obtient un côlon sain, on accroche à la cuisse. Et vous voyez ici
la partie antérieure du rectum qui va devenir, par bourgeonnement, la partie postérieure du vagin. Alors, voilà comment ça se passe, hein. C'est une technique qui est connue, hein. Beaulieu l'a bien développée en France. Donc, voilà l'évolution. On accroche le bord à la cuisse. Ici, on l'a défait pour la photo. Et puis, au 12e jour environ, donc un peu plus de temps qu'on le fait ici en France, eh bien, on sectionne à 1 centimètre. Et alors, la cicatrice qui a une rétraction donne finalement un aspect cosmétique assez correct. Et alors, ce qui est gratifiant, c'est le lendemain, en post-opératoire, l'intervention peut durer jusqu'à 7 heures, surtout si on doit faire aussi réparer la vessie. Je suis d'ailleurs et donc, c'était une fibrose entre le fond du vagin, la vessie et le côlon. 5 centimètres. Voilà. Il y avait l'utérus aussi qui était emballé ou bien mélangé dans cette fibrose-là. Alors, on a pu décoller, on a pu fermer le côlon et le séparer de la vessie, on a aussi fermé la vessie. Alors, pour savoir si c'est réussi, on demande si la patiente s'est réveillée dans des draps secs. Par l'anus, normalement. Plus par l'anus. Non, plus par l'anus. Super, c'est réussi. C'est réussi. Formidable. Je voudrais vous parler, il me reste 3 minutes, du problème avec les enfants. Donc, ici, par exemple, on avait publié 200 fillettes qui avaient été de moins de 5 ans qui avaient été violées par des soldats. C'est un viol collectif. Et, donc, ça nous a malheureusement demandé de faire une classification dans ces lésions pour savoir où est-ce qu'on en était, est-ce qu'il y avait une incontinence urinaire, une incontinence anale, le degré de déchirure. Donc, la chirurgie de réparation sur ces bébés est faite entièrement sans coagulation pour préserver les tissus. Et lorsque le vagin est troué, à ce moment-là, donc il y a une laparoscopie, mais pour ça, vous voyez, l'abdomen, il est comme ça. Donc, on utilise des optiques d'ORL pour pouvoir réaliser la laparoscopie. Il est évident qu'on ne peut pas mettre un système optique de grandeur normale. La bonne nouvelle, c'est que d'après les mamans, puisque vous savez que les mamans elles portent leur bébé sur un linge sur le dos, donc elles savent exactement, elles connaissent les réputations. C'est pour ça qu'elles sont toujours propres, les mamans. Les mamans africaines, elles savent quand le bébé va faire pipi, elles savent quand le bébé va aller à selle. Et donc, d'après ces femmes, on a 100% de résolution de l'incontinence fécale et 80% des incontinences urinaires. Et donc, la conclusion de cette étude, parce qu'on est obligé d'évaluer ce qu'on fait, parce que la plupart du temps, on invente de nouvelles interventions, parce qu'on est confronté à des pathologies qu'on ne connaît pas. Et bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas la laparoscopie. Donc, voilà. Et c'est ainsi qu'on a finalement, depuis le début, depuis 2013, on a fait plus de 2000 interventions. Essentiellement, tout a été fait par laparoscopie. Et on fait ça au travers donc, de missions. Et maintenant, on a reconstruit un nouvel hôpital et on est dans des conditions qui sont meilleures que mes situations de bloc opératoire au niveau de Bruxelles. Donc là, on a pu construire ce nouvel hôpital. Et donc, la conclusion de cette étude, qui est un petit peu politique aussi, c'est que tant qu'on ne va pas diminuer l'impunité,
on continuera à avoir ce genre de problème. Et concernant les enfants, évidemment, si on a des... Je vous ai montré qu'on était très optimiste. Euh, Évidemment, si ce résultat-là est bon, nous ne connaissons pas l'avenir sexuel, obstétrical et psychologique de ces patientes. Je vous remercie. Bravo. Je suis extrêmement impressionné. Moi, j'ai appris plein de choses, notamment cette dernière communication. Je ne savais pas le drame de l'Est de la RTC, hein. C'est absolument dramatique. Est-ce qu'il y a des questions? Non, non, c'était d'ailleurs ma mission en fait. Ouais. En 2013, ma mission était qu'il n'y ait plus de colostomie provisoire. Et il n'y a jamais de fistule sur les rectums. Enfin, jamais. Il doit y en avoir, mais quand il y a des plaies de rectum importantes. Donc, avec la technique du pull-through, enfin, il n'y a pas de, il y a Non, pas de mais fistule. en cas de suture, sur ce qu'on a vu là sur le film, en cas de suture du rectum, Écoutez, très sincèrement, nous n'avons pas été exposés à cela. D'accord. On a eu 2 nécroses du Ouais. rectum. d'accord. Et donc là, on a été obligé de faire une colostomie. Bien sûr. Mais Et vous- sur le. Mais vous savez, les sutures manuelles comme ça, qui prennent l'entièreté Ouais. de la paroi sur le rectum, Ouais. c'est rare qu'on ait des soucis, hein. Ouais. Vous voyez, vous avez vu les sutures manuelles qu'on fait, c'est vraiment des gros points au Bien sûr, PDS bien sûr, bien sûr, bien 3.0. sûr. Et Vous laissez un drain? Vous laissez un drain? non, Non. non, parce que quand nous opérons, les patientes ne sont plus infectées, évidemment, hein. Ouais. C'est une chirurgie élective. Ouais. Ils nous gardent les malades. Ouais. On fait environ 120 à 140 interventions par mission. Et donc, on fait ça sur 8 salles d'op, hein. Donc, voilà, on est 8 à 10 par mission. D'accord. Et une mission, ça coûte 60 000 euros. Par rapport à ce que vous faites, c'est pas très très cher, hein. Comment faites-vous? Quels sont les budgets et les sponsors que vous avez pour faire ce genre de choses? Ça m'intéresse, hein, parce que Ben, avec écoutez, notre expérience de cellulochirurgie au Togo, je suis preneur de toute possibilité pour avoir des sponsors et nous aider. Ça vous coûte cher ou comment ça se passe en pratique? Parce que c'est extraordinaire ce que vous faites, hein. C'est écoutez, pour ça. alors si on parle des finances, hein, donc moi je suis belge, mais je me soigne, hein. Hein. Et donc, je vais voir le ministre et le roi, et puis je leur dis, voilà, euh, l'Afrique, c'est l'avenir de l'Europe, On est bien d'accord. On est pour bien plein de d'accord. raisons. Et donc, si vous voulez avoir un avenir, vous êtes obligé de continuer à avoir votre implantation en Afrique et ne pas les laisser aux Chinois. Enfin, c'est pas qu'il y a un souci là-dessus, mais je veux dire, l'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique. Je ne vais pas commencer à disserter ça, mais je peux je veux dire, bon, j'en parlais avec Bernard très vite. L'eau, ben, en République démocratique du Congo, vous avez le plus grand réseau hydraulique. L'électricité, ben, l'électricité propre, l'énergie propre. Vous avez le plus grand dénivelé en RDC de réseau fluvial. Donc, vous avez le plus grand réseau Et hydroélectrique la francophonie. possible. En plus, on se comprend Vous, parfaitement. vous avez ici où nous sommes donc dans les pays développés, donc nous sommes des patients obèses qui vivent sur des terres acides. Là, vous avez une biodiversité. Vous avez le problème du CO2, les plus grandes forêts primaires sont là-bas. Vous avez une immigration catastrophique si vous donnez la possibilité aux gens de travailler les produits qu'ils ont, le bois, etc., qu'ils en sortent sous forme de table, que le tantal, que la caséite, que tous ces métaux rares qui assurent nos nouvelles technologies qui sont censées réenchanter le monde, si vous leur permettez de faire le travail fini de vendre des GSM plutôt que le tantal, eh bien, à ce moment-là, vous n'aurez plus une vague d'immigration et un tsunami
d'immigration parce que je pense que les Africains préfèrent vivre en Afrique qu'ici. Ah ben, bien Donc, sûr. donc, moi, je ne suis pas dans un move qui est soyez bons, etc. Je dis, l'Afrique, c'est notre avenir. Nous sommes condamnés à collaborer avec l'Afrique. Et donc, et puis alors, je reçois de l'argent. Et le Togo, Et puis je fais des galas. pour le Togo, qu'est-ce que vous faire avec nous là? Parce que ça peut être intéressant, hein. Voilà. C'est un pays qui Il y est a, il y a un mois et petit, demi, qui il y a un est mois. tout petit, mais quand même, on peut faire des choses. Il est francophone. c'est le Groenland. Oui, 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 oui. Il y a un Il y mois a un et peu de pétrole là-bas au Togo. Il y a quelque chose à faire peut-être éventuellement. Enfin, je lance un petit peu oui, oui, ce projet qui est important pour notre ONG. On ne sait jamais. Nous, on accueille toutes les bonnes volontés et les bonnes idées. Bon, On va faire une grande réunion. vous savez que je suis allé il y a Oui. 2 mois C'est voir pour- Monsieur Dossé Voilà, à c'est pour Lomé. ça que je vous en parle. C'est Mhm. pour ça, hein. Oui. Bon, donc, ben, écoutez, moi, je suis, moi, Non, non, moi, je je voulais suis simplement disponible. signaler que notre ancien président Richard Villet est allé très souvent avec Rosenthal à l'hôpital de Panzi, Oui, oui, je l'ai. travailler, je crois, avec vous d'ailleurs. Oui, 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 Monsieur Rosenthal, Et enfin, un président extraordinaire. de l'Académie de chirurgie Ah, était présent à Panzi et continue d'ailleurs, je crois, à faire de l'enseignement là-bas. oui, c'est exact. Enfin, sauf Mais, que maintenant, excusez-moi. c'est la guerre. Pour le La dernière modeste, mission a été annulée au dernier moment, hein. pour le modeste anesthésiste que je suis, qui ne connaît pas très bien les techniques chirurgicales des fistules, l'apport de la cellulochirurgie, ça fait combien de temps que vous faites ça à peu près? Parce que moi, j'avais la notion que c'était fait toujours par des voies chirurgicales classiques et ça marchait très bien. Ça, vous y êtes mis il y a combien de temps? 25 ans. 25 ans. Bon, donc quelque part, c'est quelque chose qui est éprouvé et qui marche bien. Bon, parfait. Bon, comme quoi, hein. Il y a encore une question, un commentaire. Merci. Oui, 35 ans, oui. Hmm. Enfin, Alors j'aimerais savoir quelle est la part de la formation et du transfert de connaissances locales dans ce que vous faites, parce que c'est beaucoup de formation. Ce genre de fistule, nous, on en rencontre moins mais ça pourrait venir. Il y en a certainement déjà, mais je crois qu'il faut, je ne sais pas si la formation parce que je sais qu'il y a une formation de chirurgien sur place. Est-ce qu'ils prennent part? Est-ce que progressivement, les gens pourront le faire tout seuls? Merci. on a trois manières d'enseigner. Les missions, donc c'est le transfert de l'enseignant, pardon. On a les chirurgiens de Panzi viennent pendant 1 an se former à l'hôpital universitaire Saint-Pierre. Ça, c'est donc le transfert de l'enseigné. Et puis, on est complètement connecté avec des écrans aussi grands que ceux du bloc opératoire. Donc, c'est le transfert de l'information elle-même. Et donc, il participe à nos staffs de réunions multidisciplinaires à l'hôpital Saint-Pierre et dans les autres hôpitaux de l'ULB. Et maintenant, on a commencé un DIU qui est d'ailleurs à l'initiative notamment de M. Rosenthal. Et c'est donc un diplôme interuniversitaire où on a des universités africaines et des universités européennes, dont Angers en France. Et donc, je suis très intéressé au développement de ce DIU, ce diplôme interuniversitaire, avec à la fois un réseau africain et un réseau européen, parce que moi je pense que préparer la guerre, hein, c'est maintenant à l'ordre du jour ici en Europe, eh bien euh, excusez-moi, préparer la paix, euh, excusez-moi, préparer la paix, je répète, c'est vraiment à l'ordre du jour, eh bien je ne crois pas que c'est préparer la guerre, je crois que c'est préparer la paix, notamment en faisant ce diplôme interuniversitaire. Je vais me permettre d'intervenir, Philippe Descamps d'Angers. Donc, on s'était déjà rencontrés, Guy Bernard et Civis Pacem Parabellum. Donc, si vous voulez préparer la paix, si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. Moi, je voudrais te remercier du fond du cœur, donc Denis Mukwege,
qui je crois est à Bruxelles en ce moment. Et un héros, quand vous posiez la question des fonds, il y a aussi la question du prix Nobel. Ça amène quand même une notoriété. Angelina Jolie soutient. Enfin, il y a quand même qui sommes-nous par rapport à des gens comme ça, de cette stature. Et je voudrais rappeler que Guy Bernard fait un travail exceptionnel, mais réellement exceptionnel. Et donc, juste à mon modeste niveau de PUPH d'Angers, qui supporte le lien, tu as eu la gentillesse de le rappeler, de ce DU. Je suis convaincu que l'avenir passe par l'enseignement, alors c'est vrai que j'ai eu Richard Villet ce matin qui m'a dit que la mission a été annulée à cause de la guerre. C'est extrêmement compliqué actuellement, mais restons optimistes et bravo. Bravo. C'est juste aussi l'exemple quand même que les progrès le traitement de ces pathologies est net parce qu'il y a une guerre. La chirurgie, l'expérience, c'est que la chirurgie, elle a progressé grâce aux guerres. La chirurgie maxillofaciale, elle a démarré avec la guerre de 14. Enfin, je veux dire, et donc vous avez les uns et les autres acquis une expérience de ce genre de pathologie et du traitement de ces pathologies qui sert à tous. Malheureusement, c'est comme ça. Je veux dire, c'est parce que c'est dans cet endroit du monde qu'il y a cette pathologie avec une grande fréquence. Et quand vous parlez de la formation, je pense que le fait d'opérer beaucoup de patients de ces pathologies, ben, les gens qui sont là et qui voient comment tu fais et comment on fait, probablement ils apprennent beaucoup plus vite que nous le ferions. Ambroise Paré a été le précurseur de la chirurgie sur le champ de bataille, hein. Et tous, l'arrêt, tu vois, et puis même aussi les problèmes infectieux post-opératifs. Les chirurgiens se plaignaient beaucoup des problèmes de typhus, hein. Les soldats mouraient beaucoup plus du typhus que les blessures d'ailleurs. Et donc, c'est encore une guerre. Et là, c'est une guerre avec une pathologie bien spécifique. Et donc, ça permet quand même de faire des progrès vous avez fait dans votre expérience des progrès qui vont bénéficier à tous, et surtout à toutes. Oui, mais enfin, cette guerre, elle a déjà fait 6 millions de morts, hein. Oui, et on en parle peu. Bien sûr. Il y a une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation actuellement dans toute cette organisation face à la progression de la guerre? Alors, l'hôpital a été envahi il y a 15 jours par le M23. Et donc, on a dû arrêter, c'est rare, mais bon, c'est arrivé. On a dû stopper donc la prochaine mission qui était donc pour le mois d'avril, donc pour ce mois-ci. Parce que pour des raisons de sécurité. Et alors, donc la situation, c'est quoi actuellement? Donc tous les matins, moi, je téléphone pour savoir qu'est-ce qu'il y a eu et où est-ce qu'on en est. Et donc l'hôpital fonctionne, mais d'une manière, il n'y a que les urgences qui fonctionnent. Il n'y a aucune intervention élective qui est faite. Le problème à Bukavu, c'est que donc il y a eu une violence quand le M23 est arrivé parce que toutes les institutions sont parties, l'armée, la police, etc. Et là, on ne sait pas très bien ce qui va se passer parce que le M23 à Goma est rentré dans 2 hôpitaux et sous prétexte qu'il y avait des malades qui appartenaient à l'armée, ben, ils ont pris ces malades et les ont exécutés. Il n'y a personne qui est rentré encore dans l'hôpital de Panzi. Mais peut-être que ça va se faire dans la semaine. Et donc, je ne sais rien vous dire que ce matin, en tout cas, il y a des chirurgiens qui sont listés et qui sont susceptibles d'être éliminés. Et donc, ces chirurgiens-là continuent à travailler à l'hôpital, mais ne rentrent pas à leur domicile. Voilà. Je propose que l'on puisse clore cette session. On est extrêmement ému par ce qu'on a entendu, c'est incroyable. Vous faites tous un boulot formidable. Ça a été difficile à regarder, mais malgré tout, il y a énormément d'optimisme.
Bravo pour cet optimisme, vous allez continuer. L'Académie est là pour vous aider. Et puis j'ai beaucoup apprécié que vous rappeliez que l'Afrique, c'est l'avenir de l'Europe et c'est formidable, on est là pour l'Afrique. Merci infiniment à vous tous. Et juste avant que vous partiez, je voulais vous donner les résultats des élections. Alors, je vais commencer par les candidats associés et ils ont tous été élus. Donc, bravo à eux tous. Tous ont porté la majorité. En ce qui concerne les candidats libres, ils ont également tous été élus. Bravo à eux. Et pour les candidats au conseil d'administration, il n'y avait malheureusement qu'un seul poste. Et bravo au professeur Masquelet qui l'a emporté largement. Avec 116 voix. Donc c'est un très beau résultat. Merci beaucoup. Et puis il y aura de la place. Très bientôt, on va avoir des places qui vont se libérer et il faudra vraiment être candidat à nouveau. Merci.